Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire sur la séquence fiscalité, alors fiscalité immobilière, loi de finances, PTZ, fiscalité des entreprises. On va essayer de vous faire un large tour d'horizon de l'ensemble des dispositions de la loi de finances et puis toutes les nouveautés fiscales issues de cette loi de finances et puis d'un certain nombre de dispositifs. Je pense notamment à la révision du zonage ABC, puisqu'on va démarrer là-dessus. Merci d'être présent. Je vois que le nombre de participants ne cesse d'augmenter. Il est exactement 10h15, donc je vous propose de commencer cette session d'1 heure. Vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat ou le dispositif questions et réponses. On essaiera d'y apporter des réponses à la fin de chaque partie, puisque vous verrez que notre propos sera relativement exhaustif sur toutes les nouveautés fiscales que vous aurez appliquées au cours de l'année 2024. Donc, je vous propose de vous montrer le sommaire de ce webinaire. Donc, les évolutions du zonage ABC et ses conséquences fiscales, les principales dispositions de la loi de finances pour 2024, les nouveautés en matière de facturation électronique qui avaient été reportées, mais il y a de nouvelles modalités qui sont apparues, et enfin toutes les questions diverses que nous n'aurons pas traitées et que vous voudrez qu'on vous apporte des réponses. Interviendront avec moi Laetitia Pavot, qui est fiscaliste au service fiscal de la FFB, ainsi que Géraldine Binquet, qui est également fiscaliste et dont c'est la première intervention, puisqu'il me semble qu'elle est arrivée il y a quelques mois au sein de la FFB. Voilà pour les présentations, et je vous propose de commencer tout de suite par les évolutions du zonage ABC et ses conséquences fiscales, notamment sur un certain nombre de dispositifs comme le PTZ, le Pinel ou le logement locatif intermédiaire. Donc, comme vous le savez, il y a eu une actualité fiscale sur ce sujet pendant l'année 2023. Un arrêté du 2 octobre 2023 a modifié l'arrêté initial du 1er août 2014 qui fixe le zonage ABC, zonage qui répartit les communes selon leur degré de tension sur le marché immobilier local. Ce zonage conditionne bien évidemment l'éligibilité au bail réel solidaire, au prêt à taux zéro, au dispositif Pinel ou Pinel Plus et au logement locatif intermédiaire, ainsi que le niveau de ces aides, mais aussi d'autres dispositifs. Au titre de ce nouvel arrêté, 209 communes ont été reclassées, 56 communes se retrouvent reclassées de zone B1 en A, et 153 communes qui étaient précédemment classées en zone non tendue, B2 ou C, ont été reclassées en zone A ou en zone B1. Alors, la justification qui a été apportée par le gouvernement, nous avions défendu l'inadaptation de ce zonage qui ne reflétait pas les problématiques de tension, notamment dans certaines collectivités territoriales. Et donc, nous avions demandé une révision de ce zonage, mais une révision générale. Seul un reclassement de ces 209 communes est intervenu. Une révision plus large de ce zonage a été annoncée pour 2024. Ce reclassement est surtout intervenu sur un certain nombre de villes moyennes qui connaissent une tension sur le marché immobilier et des villes moyennes qui sont concernées par des projets de réindustrialisation, ainsi que dans les communes littorales ou de montagne qui sont, elles, confrontées à un besoin clairement très important de logements abordables de longue durée. Alors, toute la question a été de savoir sur ce nouveau zonage, quel était, à partir de quel moment ce zonage entrait en vigueur.
Donc, il est clairement intervenu le lendemain de sa publication au journal officiel, à savoir le 4 octobre 2023. Et donc, la question s'est posée de savoir si les dispositifs Pinel, PTZ et LLI s'appliquaient aux communes reclassées. Alors, clairement, l'arrêté, contrairement aux précédents arrêtés sur le zonage, ces arrêtés n'ont pas prévu de dispositions transitoires. Ce qui veut dire que pour le Pinel, en fait, le nouveau zonage s'applique bien à la date de réalisation de l'investissement, c'est-à-dire quel que soit le dépôt, le dépôt ou d'obtention du permis de construire, c'est bien à la date de signature de l'acte authentique. Donc, si l'acte de signature de l'acte authentique est intervenu après le 4 octobre 2023, vous êtes bien, le Pinel est bien éligible aux communes qui ont été reclassées en zone tendue. De la même manière, pour le PTZ, c'est bien à la date de l'émission de l'offre de prêt. Et donc, si l'émission de l'offre de prêt est intervenue postérieurement au 4 octobre 2023, le PTZ est bien applicable selon les barèmes des zones classées, des communes classées en zone tendue. Pour l'application et le fait générateur du dispositif logement locatif intermédiaire, c'était un peu plus compliqué et il a donc fallu un amendement à la loi de finances pour 2024 pour bien prendre en considération le logement locatif intermédiaire dans les communes qui ont été reclassées en zone tendue, sachant que le logement locatif intermédiaire ne s'applique qu'en zone tendue. Et donc, à ce titre, on applique bien le fait que la localisation du bien en zone tendue est appréciée au 31 décembre 2024 pour les logements dont la date de demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 et que la date d'ouverture du chantier intervient avant le 30 décembre 2024. Et donc, tous les programmes, notamment de LLI, qui ont été lancés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 octobre s'applique bien en cas de reclassement de la commune, dès lors que vous rentrez dans les conditions précisées par la loi de finances, que je rappelle, la date de demande de permis de construire est déposée au plus tard le 3 octobre 2023 et la date d'ouverture du chantier intervient avant le 31 décembre 2024. Voilà pour la problématique du nouveau zonage ABC, du reclassement des communes en zone tendue et de l'application des dispositifs Pinel, PTZ et LLI à ces communes reclassées. Nous allons maintenant apprécier les principales dispositions de la loi de finances en matière immobilière. Et pour cela, je cède la parole à Laetitia qui va nous parler du PTZ et d'un certain nombre d'autres dispositifs. Tout à fait. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vais parler donc du prêt à taux zéro donc, qui porte sur l'accession à la propriété. Donc, je pense que vous avez entendu parler de cette mesure. Ça a fait beaucoup de bruit et puis on a fait quand même beaucoup de communication sur le sujet. Alors, je vais revenir sur cette diapositive. Voilà. Je voulais juste vous montrer quand même ce qu'on avait avant, donc au niveau du PTZ, donc encore une fois du prêt à taux zéro, donc pour l'achat d'un logement neuf ou l'achat dans l'ancien. En 2023, vous voyez, pour l'achat dans le neuf, on était sur une quotité de 40% du montant de l'opération en zone A et B1 pour le neuf et 20% en zone B2 et C. Dans l'ancien, on était sur une quotité de 40% de l'opération en B2 et C. Alors, on a une prorogation avec la loi de finances pour 2024 du PTZ, parce qu'il est prorogé jusqu'au 31 décembre 2027. Pour autant, on a quand même un recentrage assez important. Encore une fois, je pense que vous avez vu toutes nos communications. Alors, vous voyez la différence pour 2024. On a une quotité qui est quand même un petit peu plus importante puisqu'on va passer à 50% de quotité prise en charge du montant de l'opération en zone A et B1. Par contre, on a un recentrage déjà important pour les zones A, B1, zone tendue, et en plus uniquement pour les logements situés dans des bâtiments d'habitation collectif. D'accord? Donc plus pour la maison individuelle. C'était un petit peu, on va dire, la douche froide, je dirais, sur cette mesure. Et pour l'achat dans l'ancien, on a une quotité donc, de 50% en zone B2 et C. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on a essayé de bien travailler sur cette mesure. Et puis,
Ce qu'on souhaitait avoir, c'était un PTZ, donc partout et pour tout. Donc quand je dis partout, pour toute zone, hein, et pour tout, que ce soit dans la maison individuelle, mais aussi dans le collectif. On avait été quand même largement soutenus, puisqu'on avait plus de 300 parlementaires qui nous avaient soutenu l'amendement qu'on avait proposé. Bon, pour autant, vous le savez, hein, le gouvernement a appliqué 49.3 et a balayé notre proposition. C'était quand même une grosse déception, puisqu'on sait que c'est une mesure, je dirais, essentielle, surtout quand on voit aujourd'hui la hausse des taux d'intérêt. C'est vrai que les prêts à taux zéro sont quand même des dispositifs très intéressants, très incitatifs. Donc là, on vous a remis sur ce slide tout ce que vous avez aujourd'hui donc sur le prêt à taux zéro. Donc, recentrage au seul logement collectif neuf dans les zones tendues. Par contre, lorsque les logements neufs font l'objet d'un bail réel solidaire ou d'un prêt social location accession, dans ces cas-là, ça fonctionne sur tout le territoire. Et pour les logements anciens, donc je l'ai déjà dit, hein, zone B2 et C. La bonne nouvelle, c'est que vous voyez, on a un élargissement aux ménages de la classe moyenne avec un plafond de ressources qui est quand même rehaussé. Alors, attendez juste une seconde, excusez-nous. Excusez-nous, on a juste un petit problème technique parce qu'apparemment, pour se connecter, il faut un compte Zoom. Donc, on va essayer de modifier les paramétrages pour que tout le monde puisse se connecter. Je vous demande, on va stopper pendant 3-4 minutes et on reprendra notre propos juste après. Excusez-nous de ce petit désagrément. Nous sommes de retour. Excusez-moi pour ce petit désagrément. Normalement, le problème a été réglé, donc tout le monde peut se connecter, même sans compte Zoom. Je vais redonner la parole à Laetitia, et puis à la fin de son propos, nous prendrons les questions-réponses, les questions que vous avez posées. Laetitia, à toi. Alors oui, donc j'expliquais simplement qu'on avait bien un recentrage du prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété, notamment au collectif, hein, en zone tendue, et élargi plus fortement lorsque l'on est sur un logement collectif neuf en bail réel solidaire ou en prêt social location accession. Où là, pour le coup, ça concerne tout le territoire. Bon, voilà, c'était un petit peu la mauvaise nouvelle avec cette mesure et j'expliquais qu'on n'avait pas été soutenu, ils avaient appliqué le 49.3 et donc balayé notre proposition qui visait à avoir un PTZ partout et pour tout, donc y compris en maison individuelle et pas uniquement dans le collectif. Alors, je précise, les maisons individuelles qui ont été construites en BRS ou en PSLA restent éligibles sur l'ensemble du territoire. C'est uniquement les logements collectifs neufs dans les zones tendues qui sont ciblés. Mais les maisons individuelles restent uniquement en BRS ou en PSLA. C'est assez limité quand même. Alors, je vous disais qu'on avait un élargissement aux ménages de classe moyenne avec un plafond de ressources qui était quand même bien rehaussé. Donc, on passe de 37 000 euros à 49 000 et avec une quotité, donc j'avais déjà indiqué, hein, qui est remontée puisqu'on a une quotité maximale de 50% à la place des 40 qu'on avait auparavant. Alors, les nouvelles dispositions donc, sont applicables, on vous l'a mis hein, sur cette diapositive, aux offres de prêt émises à compter d'une date qui sera fixée par décret et au plus tard à compter du 1er avril 2024. Voilà ce qu'on peut dire donc, pour le prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété. Alors, je vais prendre quelques... Excusez-nous. Alors, il y a une question. Dans le cadre d'un PCVD avec mixité de logements collectifs et maisons groupées, les maisons sont-elles exclues du PTZ? Alors, sur les maisons groupées, en fait, comme pour le Pinel, il semble qu'il y aura une restriction pour les PTZ, le PTZ en maison groupée, notamment une condition liée à l'existence d'au moins un élément de structure commun à l'ensemble des maisons. Pour l'instant, on ne peut pas vous répondre et vous le confirmer. Néanmoins, on va se battre pour que le PTZ sur les maisons groupées, donc construite en VFA et qui présente au moins un élément de structure, soit incluse dans le PTZ sur l'ensemble du territoire.
Je te Alors, laisse continuer. oui, donc on a une prorogation donc, du dispositif que vous connaissez, hein, l'éco-PTZ, vous savez, pour les travaux de rénovation dans les logements anciens. Donc une prorogation jusqu'au 31 décembre 2027. Alors pour rappel, pour la rénovation ponctuelle, on avait un montant maximal qui pouvait aller jusqu'à 30 000 euros avec un remboursement sur 15 ans. Et en rénovation globale, 50 000 euros maximum avec un remboursement sur une période de 20 ans maximum. Petite précision quand même pour l'éco-PTZ, pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc, on a un cumul qui est possible entre MaPrimeRénov' copropriété et l'éco-PTZ copropriété, donc avec un montant maximum de l'éco-PTZ copropriété de 50 000 euros, donc à la place des 30 000, et une durée donc, qui va être étendue à 20 ans à la place de 15 ans. Donc voilà pour l'éco-PTZ, dispositif que vous connaissez, je pense, très bien, qui existe depuis un certain temps maintenant. Alors par contre, la petite nouveauté, donc, on a un nouveau PTZ, donc le prêt avance mutation à taux zéro, qui va concerner le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de 2 ans. Vous allez me dire quelle est la différence avec l'éco-PTZ. Alors, on a quand même une différence majeure qui porte plutôt sur le moment du remboursement, puisque ce prêt à taux zéro, prêt avance mutation, vous allez le rembourser. Quand je dis vous, le client va le rembourser qu'à compter de la vente du bien. D'accord? Vente ou succession en cas de décès, mais qu'à compter de la vente du bien. Donc, c'est quand même un dispositif qui est très intéressant hein, pour le coup. C'est quand même plutôt pas mal. Alors, vous allez me dire qu'on a, on a quand même des garanties, hein, évidemment, pour inciter les banques à mettre en place ce nouveau prêt à taux zéro. Donc, on a une garantie déjà qui est liée à l'hypothèque du bien immobilier. Donc, ça, c'est le premier point, première garantie. Et on va avoir également en complément une garantie de l'État qui va porter sur 75% hein, du montant de ce prêt. Voilà pour ce prêt, ce nouveau prêt. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, sinon, on va passer à la TVA 5.5. OK. Alors, pour la TVA 5.5, alors grand sujet hein, pour ceux qui font de la rénovation. Donc, la TVA 5.5, vous savez, concerne les travaux de rénovation énergétique pour les logements qui sont achevés depuis plus de 2 ans. Alors, vous avez aujourd'hui une liste d'équipements bien définis, qui permettent justement l'application du taux de 5.5 avec des critères à respecter. Vous le savez, hein, si les critères techniques ne sont pas respectés, vous ne pouvez pas facturer la fourniture et la pose à 5.5. C'est vraiment conditionné au respect de ces conditions, de ces critères techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi de finances pour 2023 a modifié le texte hein, qui régit les règles applicables pour la TVA à 5.5. Et on devait avoir un arrêté sur l'année 2023 qui venait définir une nouvelle liste de travaux éligibles. Alors bon, je pense que vous l'aurez compris, on n'a rien eu sur 2023. Donc, ils ont profité de la loi de finances pour 2024 pour reporter l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles et donc cette nouvelle liste. Hein, vous voyez, report de l'entrée en vigueur au 1er octobre 2024 au plus tard. Donc, ça veut dire qu'on va avoir cette année un arrêté qui va définir la liste des équipements éligibles au taux de 5.5 avec les critères à respecter. Donc, en attendant, vous restez sur l'ancienne liste, celle que vous connaissez. Par contre, faites attention, dès que l'arrêté sera publié, donc au plus tard 1er octobre 2024, hein, il faudra impérativement faire vos devis en se référant à la nouvelle liste. Donc, on aura des mesures transitoires pour les devis en cours, rassurez-vous. Enfin, en tout cas, on peut l'imaginer, on peut l'espérer en tout cas. Donc, pour les devis en cours qui ont été du coup rédigés avant la publication de cet arrêté, c'est bon, d'accord? Vous continuez à appliquer. De toute façon, vous savez que vous ne pouvez pas modifier les taux. Hein, donc, vous savez que vous êtes un petit peu coincé là-dessus quand ils sont appliqués sur les devis. Donc, on reste sur les anciennes dispositions avant la publication et dès la publication pour les nouveaux devis, on applique la nouvelle liste et les nouveaux critères. Et on aura aussi normalement la doctrine fiscale qui va être totalement réécrite, hein, vous savez, pour les travaux induits, éligibles au taux de 5,5. Et l'AFFB va être consultée. Voilà, pour information, parce que l'idée, c'est quand même de consulter les professionnels pour la TVA à 5.5. Donc voilà, on devrait être consulté d'ailleurs prochainement. Voilà pour la TVA à 5.5 sur les travaux de rénovation énergétique. Merci beaucoup, Laetitia. On va maintenant donner la parole à Géraldine sur la problématique du logement locatif intermédiaire et l'élargissement ou les aménagements qui sont intervenus à l'occasion de la loi de finances pour 2024. Merci Yann, bonjour à tous. Donc en effet, la loi de finances pour 2024 instaure des aménagements plutôt favorables dans le secteur du logement locatif intermédiaire. Pour rappel du dispositif, le logement locatif à loyer intermédiaire représente un habitat au loyer entre 10 et 15% inférieur à ceux du marché classique.
Et jusqu'à présent, bénéficiaient donc de ce taux de 10%, les livraisons de logements neufs à usage de résidence principale. Et ce taux de 10% était à présent limité au profit de certains investisseurs institutionnels, type les organismes HLM, Action Logement, les établissements publics administratifs et les caisses de retraite et de prévoyance. La loi de finances pour 2024, pour relancer justement les investissements dans le logement locatif intermédiaire, étend ce taux réduit de 10% à tout investisseur personne morale lors de livraison d'immeubles qui sont destinés à la location à usage de résidence principale pour des particuliers, ainsi que les résidences de service. Cependant, les locations doivent être exonérées, c'est-à-dire que l'investissement peut être fait aussi bien pour une location nue ou meublée, mais en exonération de TVA. Alors, pour les locations nues, ça ne pose pas de problème, hein, puisque la location se fait toujours sans TVA. Attention pour les locations meublées, puisque si on a certaines prestations accessoires qui sont proposées, comme le petit déjeuner, la fourniture de linge, la location meublée peut être soumise à TVA. Donc là, faire bien attention pour la location meublée, elle doit être en exonération de TVA. Donc, on va avoir un arrêté qui va paraître sur les plafonds de loyer, mais il y aura des plafonds de loyer différents pour les locations nues ou meublées. La loi de finances étend également le périmètre géographique. Pour l'instant, les investissements sont faits en zone tendue, en A et B1. Et la loi de finances étend le dispositif dans les communes de réindustrialisation, dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, un projet de revitalisation ou d'aménagement, PPA ou ZAC. Alors, juste une petite précision, les grandes opérations d'urbanisme, il n'y en a pas énormément, hein, ça a été institué par la loi Elan, mais il n'y a pas de grandes opérations d'urbanisme. Actuellement, il n'y en a que 2 sur l'ensemble du territoire. Les projets de revitalisation en ORT, c'est l'ensemble du programme Action Cœur de Ville et les 220 communes qui sont issues de cette revitalisation des centres-villes. Attention, la possibilité de passer une convention d'ORT est aussi possible pour des communes qui ne sont pas dans Action Cœur de Ville. Néanmoins, elles n'ont pas, bien évidemment, les financements issus d'Action Logement ou de la Caisse des dépôts afférents au programme Action Cœur de Ville. Et par ailleurs, donc, la loi de finances élargit la nature des opérations concernées, puisque, outre les constructions neuves et la transformation d'un local professionnel en logement neuf, vont être concernées toute opération d'acquisition-amélioration dans des bâtiments à usage résidentiel, y compris les résidences de service, qui vont conduire à une amélioration de la performance énergétique. A priori, c'est un saut de 2 classes énergétiques, ainsi qu'aux travaux d'amélioration qui sont réalisés par l'acquéreur sur ces immeubles. L'extension du dispositif aux opérations d'acquisition-amélioration a pour objectif de concourir à la résorption des passoires thermiques, donc les étiquettes G, F, puis E. Les personnes morales qui sont propriétaires de logements locatifs intermédiaires éligibles au taux de TVA peuvent également bénéficier d'une créance d'IS. Cette créance d'IS, qui se substitue à l'exonération de 20 ans de taxes foncières, va être étendue aux sociétés civiles de placement immobilier, aux SICAV, les sociétés d'investissement à capital variable, ainsi qu'aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Donc, on ouvre le champ à d'autres investisseurs, justement pour favoriser et relancer les investissements dans le logement locatif intermédiaire. Cette mesure s'applique pour les logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Alors, 2 questions. Comment se passe la TVA 5,5 pour la signature d'un CCMI en février pour un projet de construction? Et le taux de 10% est-il toujours limité au fait qu'il y ait le quota de LLS sur l'ensemble immobilier? Je vous réponds.
Alors, déjà, j'aimerais bien être sûre de comprendre la question donc, sur la TVA à 5,5. 5,5. Donc là, c'est pour de la construction neuve, hein, c'est bien ça, d'une maison individuelle, c'est CMI. Alors, a priori, on n'a pas… pardon ? PV, là. Oui, je pense que c'est Ouais. ça, hein, parce qu'en fait, vous avez effectivement la possibilité, alors, on va quand même rappeler les règles, hein. Logement neuf, hein, vous le savez, normalement c'est du 20%, mais effectivement, pour l'accession à la propriété, on peut bénéficier, en tout cas faire bénéficier le client d'un taux de 5,5 pour les constructions donc, faites dans le cadre d'un CCMI, donc construction de logement, lorsque l'on est notamment en QPV ou zone en rue. Alors, je pense que c'était l'objet de la question a priori, hein, sur l'application de la TVA à 5,5. Donc là, pour le coup, on n'a pas de changement de ce texte-là. Les constructions concernées pourront toujours bénéficier, alors sous réserve de respecter un certain nombre de conditions, hein, bien sûr, mais pourront toujours bénéficier de ce taux de TVA à 5,5. Merci Laetitia. Deuxième question. Le taux de 10% est-il toujours limité au fait qu'il y ait le quota de LLS sur l'ensemble immobilier? Alors, sauf erreur de notre part, mais on va vérifier et on vous répondra. La loi de finances a supprimé, dans le cadre du LLI, l'obligation de 25% de logements locatifs sociaux sur la totalité de l'ensemble immobilier. Et il me semble que c'est un assouplissement issu de la loi de finances pour 2023. Je note la question et on vous apporte une confirmation définitive à la suite de ce webinaire. En rénovation énergétique, un investisseur bénéficie-t-il des aides C2E et MaPrimeRénov'? Alors, oui, il peut, mais alors c'est pareil, il va falloir regarder donc, les travaux concernés et puis s'intéresser vraiment aux dispositifs concernés. Donc, MaPrimeRénov' avec les conditions, parce qu'il y a des conditions à respecter, hein, propres à MaPrimeRénov', je pense notamment à la condition principale, vous savez, logement ancien d'au moins 15 ans. Voilà, vous savez, il y a des conditions qui sont propres à ces aides, hein. Donc, MaPrimeRénov' et C2E. Il faut vraiment décorréler ces aides de la TVA. Parce que tout à l'heure, j'ai fait un petit focus TVA 5,5 sur les travaux de rénovation. Attention, on n'a pas les mêmes conditions pour les aides, notamment MaPrimeRénov'. TVA 5,5, c'est pour les logements de plus de 2 ans, avec une liste bien définie. MaPrimeRénov' pour les logements d'au moins 15 ans, avec, pareil, une liste bien définie également. Je vous propose qu'on reprenne le fil de notre présentation et on va maintenant attaquer les problématiques de fiscalité foncière avec des nouveautés dans le cadre de cette loi de finances pour 2024, puisque il y a l'institution d'un abattement exceptionnel en cas de cession d'un terrain à bâtir ou d'un terrain à bâti en zone tendue. En fait, c'est la reprise d'une exonération qui existait déjà et qui était arrivée à expiration au 31 décembre 2022 et qui avait été mise en application par la loi de finances pour 2018. L'idée est d'encourager la libération du foncier et sa densification en zone tendue ou dans le périmètre d'opérations spécifiques. On reprend ce qu'on a dit tout à l'heure en matière de LLI, c'est-à-dire que ça s'applique dans les grandes opérations d'urbanisme, les ORT, les périmètres d'ORT, les PPA ou les opérations d'intérêt national. Alors, quel est le champ d'application de cet abattement exceptionnel? L'abattement qui peut aller jusqu'à 85%, on vous expliquera de quelle manière, s'applique de manière temporaire à la double condition que la cession soit précédée d'une promesse de vente, peu importe que cette promesse de vente soit en la forme unilatérale ou en la forme synagmatique, et il faut qu'elle soit signée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. À ce sujet, n'oubliez pas d'enregistrer vos promesses pour leur donner date certaine. Et enfin, que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse a acquis date certaine. Le champ d'application de cet abattement exceptionnel, il s'applique aux cessions de biens immobiliers bâtis et aux terrains à bâtir, les deux biens immobiliers bâtis et terrains à bâtir situés dans les communes qui sont classées en zone tendue A bis et B1 au titre de l'arrêté du 2 octobre 2023 dont on vous a parlé tout à l'heure. En revanche, il s'applique
uniquement aux cessions de biens immobiliers bâtis dans le périmètre d'une opération de revitalisation territoriale, d'un projet partenarial d'aménagement, d'une grande opération d'urbanisme ou d'une opération d'intérêt national. Néanmoins, comme je vous le disais, hein, le but, c'est de densifier les terrains qui ont été notamment déjà bâtis. Et donc, il y a une condition de densification qui est apportée au champ d'application de cet abattement exceptionnel, puisque les logements construits sur le terrain objet de la cession doivent être réalisés au sein d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation collectif dont le gabarit est au moins égal à 75% du gabarit maximal autorisé par le PLU. Alors, pour les terrains à bâtir, c'est 75% du gabarit maximal. Et pour les terrains déjà bâtis, il faut que la densification puisse permettre d'arriver à 75% du gabarit maximal autorisé par le PLU sur l'unité foncière d'origine. L'assiette de cet abattement exceptionnel, il est calculé ce qu'on appelle sur l'assiette nette imposable, c'est-à-dire après application des abattements pour durée de détention. Ce taux de l'abattement exceptionnel est de 60% dans les zones tendues, il est de 75% dans les périmètres d'opérations d'aménagement complexes, ZAC, ORT, PPA, GOU et OIN, et il peut aller jusqu'à 85% lorsque le cessionnaire s'engage à ce que la surface habitable des logements réalisés soit affectée dès leur achèvement pour au moins 50% de la surface totale à du logement locatif social, du BRS ou à du logement locatif intermédiaire. Néanmoins, cet abattement est là aussi soumis à un engagement initial du cessionnaire. C'est-à-dire que pour les bailleurs sociaux, ils doivent s'engager dans l'acte d'acquisition à réaliser et à achever les logements sociaux ou les logements locatifs intermédiaires ou les logements faisant l'objet d'un BRS dans un délai de 10 ans. Attention, c'est un engagement à réaliser et à achever dans ce délai. Pour les autres cessionnaires, c'est-à-dire tout autre cessionnaire promoteur notamment, l'engagement est limité à 4 ans, c'est-à-dire réaliser et achever les logements dans ce délai de 4 ans. Le non-respect de cet engagement vous oblige à encourir une amende d'un montant égal à 10% du prix mentionné dans l'acte d'acquisition. Deuxième dispositif applicable en matière de fiscalité foncière, c'est l'élargissement et la prolongation d'une exonération d'impôt sur les plus-values en cas de cession opérée par une personne physique pour la construction de logements sociaux. C'est un dispositif qui existe depuis longtemps et qui est prolongé au fur et à mesure des lois de finances. L'exonération arrivant à échéance au 31 décembre 2023, elle a été prolongée jusqu'au, pour l'instant, 31 décembre 2025. Le champ d'application de cette exonération, il s'applique aux cessions par une personne physique, nécessairement, d'un terrain à bâtir réalisé au profit d'un bailleur social ou d'un promoteur qui s'engage dans l'acte d'acquisition à réaliser des logements sociaux ou des logements faisant l'objet d'un BRS. Et aussi d'un LLI, puisqu'il y a eu un élargissement dans le cadre de cette loi de finances au logement locatif intermédiaire, se situant pour tout ou partie de leur surface dans les communes situées en zone tendue au titre du dernier arrêté. En revanche, sont exclus, même si elles permettent la réalisation de logements locatifs sociaux, de logements BRS ou de logements locatifs intermédiaires, les cessions qui interviennent dans les quartiers faisant l'objet d'une convention NPNRU, notamment pour favoriser la mixité sociale et éviter que dans ces quartiers, il y ait trop de logements locatifs sociaux de réaliser, par rapport, bien évidemment, au logement libre. L'assiette de cette exonération, auparavant, cette assiette d'exonération pouvait aller était de 100 € dès lors qu'il y avait une cession à un bailleur social. Ce n'est plus le cas maintenant depuis 3 ans, puisque cette exonération est limitée et calculée au prorata de la surface habitable que le cessionnaire s'est engagé à affecter à des logements sociaux intermédiaires ou faisant l'objet d'un bail réel solidaire, par rapport, bien évidemment, à la surface totale des constructions du programme immobilier. En revanche,
elle est totale en cas de cession à un bailleur social ou un OFS lorsque le prorata de la surface affectée au logement locatif social est supérieur à 80%. Donc, pour résumer, en fait, dès lors qu'il sera réalisé 60% de logements locatifs sociaux ou de logements intermédiaires ou de logements affectés au bail réel solidaire, eh ben, l'exonération dont bénéficiera le vendeur, c'est-à-dire la personne physique, sera de 60%. En revanche, si le prorata est supérieur à 80% et que c'est un bailleur social ou un OFS qui devient acquéreur du foncier cédé par la personne physique, dans ce cas-là, il sera exonéré totalement de plus-value immobilière. En revanche, il y a le renforcement de l'engagement à la charge des cessionnaires afin de densifier le tissu urbain existant, puisqu'il y a deux conditions cumulatives. Construire, procéder à la réhabilitation complète des constructions existantes concourant à la production d'un immeuble neuf, ou procéder à la réhabilitation lourde d'un ou de plusieurs bâtiments de long gabarit, comme le dispositif précédent, dont le gabarit est au moins égal à 75% du gabarit maximal autorisé par le PLU. Il faut également affecter au moins 25% de la surface totale des constructions réalisées ou réhabilitées aux logements sociaux, dès lors que la commune est soumise au quota de la loi SRU et que celle-ci est en situation de carence. De la même manière, prolongation et élargissement de l'exonération d'impôt sur les plus-values en cas de cession opérée par une personne physique pour la construction de logements sociaux. L'engagement initial est toujours le même, c'est-à-dire engagement dans l'acte d'acquisition à réaliser et achever les logements sociaux intermédiaires ou faisant l'objet d'un BRS dans un délai de 10 ans. Et pour les autres cessionnaires, à savoir les promoteurs, cet engagement est limité à 4 ans. Je le rappelle, ce n'est pas réalisé dans un délai de 4 ans, c'est réalisé et achevé. Enfin, toujours de la même manière, amende égale à 10% du montant du prix mentionné dans l'acte est encourue si cet engagement n'est pas respecté. Pareillement, l'engagement s'applique aux acquéreurs successifs qui doivent, en revanche, réaliser et achever les logements dans les délais impartis au premier acquéreur du foncier. Je donne maintenant la parole à Géraldine pour le taux réduit d'IS pour les cessions de locaux professionnels transformés en logements. Oui, donc en effet, là, Yann vous a exposé les plus-values immobilières privées, donc pour les particuliers. Mais on a un dispositif qui intéresse également les sociétés, donc c'est pour ça qu'on évoque les plus-values professionnelles. Les sociétés qui détiennent de l'immobilier vont pouvoir bénéficier d'un taux réduit d'IS lorsque on est dans le cas d'une cession de locaux professionnels transformés en logements. Le principe, c'est que normalement, les plus-values professionnelles sont taxées au taux normal de l'impôt sur les sociétés, au taux de 25%. Et là, on a un régime plutôt favorable qui permet pour les cessions de locaux professionnels transformés en logements d'avoir une imposition au taux réduit d'impôt sur les sociétés qui est de 19%. Donc, c'est un dispositif qui existait déjà, qui va être prorogé pendant 3 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, ce dispositif s'applique aux plus-values de cession de locaux professionnels et de terrains à bâtir situés dans les zones les plus tendues, en vue de réaliser des logements. Donc, pour ces sociétés qui disposent d'immobilier et qui cèdent, par exemple, des locaux à usage de bureaux, elles vont pouvoir bénéficier d'un taux réduit d'imposition de 19% lorsque ces locaux vont être transformés en logements. Voilà. Cette mesure donc, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2026 et elle s'applique aux cessions qui sont réalisées depuis le 1er janvier 2024. On va prendre quelques questions. Alors, qu'en est-il sur une maison destinée à être démolie pour y réaliser un collectif? Donc là, on est dans le cadre de la fiscalité foncière, je présume.
on est bien sur une démolition-reconstruction. Normalement, on rentre dans le champ, pour autant que les 75% du gabarit du PLU soient respectés en termes de densification. Pour les opérations de maisons groupées, c'est la même chose. Si on parle bien de la fiscalité foncière, on rentre dans ce champ en matière d'opération de maison groupée. Il n'y a pas d'exclusion nécessairement de la maison individuelle. Néanmoins, vous devez respecter, quoi qu'il arrive, cette condition de densification. Une dernière question. Alors, le taux d'IS réduit concerne la réalisation de collectifs sociaux et intermédiaires ou également en accession? Y a-t-il une part obligatoire de social? Le taux d'IS, pour moi, ça s'applique à tout. Le taux réduit d'IS s'applique à partir du moment où on est dans une zone tendue, donc A bis, C, B1. Donc, vous pouvez rentrer dans le dispositif et bénéficier du taux réduit d'IS. Il n'y a pas de précision, c'est en vue de réaliser des logements. Donc, il n'y a pas de précision sur la nature du logement, que ce soit individuel ou collectif, et il n'y a pas de condition de pourcentage de logements locatifs sociaux à respecter sur l'opération. Il faut juste que dans l'acte de cession, il y ait bien l'engagement pris de transformer les locaux en logements. Voilà, que les locaux professionnels soient bien transformés en vue de réaliser des logements. Ça doit être indiqué dans l'acte de vente. Alors, dans le cadre de l'abattement de la plus-value, quelle date est prise en compte pour le démarrage de l'engagement de 4 ans pour l'achèvement de construction? Car PA plus PC plus construction nous mène au-delà de 4 ans. Alors là, je sens que c'est un aménageur qui parle et c'est toujours la grande problématique et la distorsion de concurrence qui existe entre les cessionnaires que sont les promoteurs ou les cessionnaires aménageurs. Parce qu'effectivement, pour un aménageur, le délai d'engagement de 4 ans de construire et d'achever les logements dans ce délai paraît compliqué. Néanmoins, ce n'est pas impossible. C'est-à-dire que si l'aménageur prend cet engagement, cède tout de suite au promoteur qui reprend bien évidemment cet engagement, mais à la date où l'engagement a été pris, c'est-à-dire à la date dans l'acte, la date de l'acte d'acquisition, excusez-moi, c'est effectivement difficile d'avoir un engagement de réaliser et surtout d'achever les constructions. On s'est toujours battu pour demander à ce qu'il y ait un délai supplémentaire lorsque le cessionnaire est un aménageur pour prendre en compte effectivement les délais successifs de réalisation des aménagements plus de réalisation des constructions. Ça ne nous a jamais été accordé. Et on a également demandé à ce que l'engagement de l'aménageur plus l'engagement du promoteur qui reprend l'engagement de 4 ans puisse s'additionner. Mais là encore, l'administration fiscale ne nous a pas entendu sur ce sujet, mais on recommencera comme tous les ans pour soutenir cette mesure. Sur la prolongation du dispositif de Normandie, on y reviendra tout à l'heure puisque c'est un sujet qu'on traitera dans le cadre des dispositifs d'investissement locatif qui ont été reconduits ou prorogés dans le cadre de cette loi de finances pour 2024. Je vais maintenant donner la parole. Je laisse la parole à Géraldine. Excusez-moi. Oui, on a juste voilà, deux mesures qui concernent l'exonération de taxes foncières pour les logements économes en énergie. Donc, la loi de finances, justement, aménage les exonérations de taxes foncières pour ces logements. Alors, pour les logements neufs à compter de 2024, donc on a une exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties, mais uniquement sur délibération des collectivités. Donc, ce qui veut dire que si la commune ne vote pas l'exonération de taxes foncières, vous ne pourrez pas en bénéficier. Donc, attention à ça.
Donc, une exonération de taxes foncières, donc uniquement sur délibération des collectivités, à concurrence d'un taux de 50 à 100% sur la base d'imposition pour les logements neufs, alors qui satisfont bien sûr à des conditions, à des critères de performance énergétique et environnementale allant au-delà de la norme RE 2020. Donc, une exonération de 5 ans pour les logements neufs, donc 5 ans à compter de l'année suivant l'achèvement ou à compter de la 3e année suivant l'achèvement lorsque le logement bénéficie de l'exonération facultative en faveur des constructions nouvelles. On a la même disposition, mais aménagée pour les logements anciens. Donc, l'exonération s'appliquera aux logements achevés depuis plus de 10 ans. Donc là, on a une exonération, pareil, de taxes foncières, toujours sur délibération des collectivités, à concurrence d'un abattement de 50 à 100%, donc c'est la même mesure, pour les logements anciens qui ont fait l'objet de travaux de rénovation énergétique, qui sont éligibles au taux de 5,5. Le montant des travaux, donc l'exonération va s'appliquer lorsque les dépenses payées sont supérieures à 10 000 € l'année qui précède l'exonération ou 15 000 € payés au cours des 3 années qui précèdent. L'exonération, là pour le coup, s'applique sur 3 ans, d'accord? Alors que pour les logements neufs, on était sur une exonération de 5 ans. Les logements anciens, eux, peuvent bénéficier, mais uniquement, encore une fois, sur délibération des collectivités, une exonération sur 3 ans, d'accord, à compter de l'année qui suit le paiement des dépenses. Merci Géraldine. Je passe maintenant la parole à Laetitia sur un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre dans le cadre de cette loi de finances pour 2024, à savoir la fiscalité des logements dédiés au tourisme. Oui, alors je vais vous rappeler quand même les règles pour la location de meublés de tourisme. Donc là, on va parler donc des investisseurs qui font de la location meublée. Parce que vous savez, quand on est en location nue, on relève des revenus fonciers. Donc là, la modification porte uniquement sur la location meublée. Alors, petit rappel sur ce qu'on avait avant, on avait 2 régimes bien différents. Donc là, je vais parler que du régime micro, parce que vous savez qu'en dessous de certains seuils, on a le régime micro BIC qui s'applique, c'est-à-dire qu'on prend toutes les recettes locatives et qu'on applique un abattement sur ces recettes. Et l'assiette qui va rester, suite à l'application de cet abattement, sera ensuite soumise au barème de l'impôt sur le revenu. D'accord? Donc là, c'est que pour le micro, puisque si on dépasse les seuils, ensuite on passe au réel. Et là, on déduit donc les frais réels. Vous savez, c'est le fameux régime LMNP avec le réel, où on peut bénéficier justement d'un amortissement du bien immobilier et des meubles. Donc là, on va parler que du micro. Donc micro, on a 2 choses différentes. On a, pour les locations meublées de tourisme classées, un abattement forfaitaire qui est quand même assez important, qui est fixé à 71%. D'accord? Donc, on n'aura que 29% qui va passer au barème de l'impôt sur le revenu pour la fiscalité. Par contre, pour les autres activités de location meublée, on est sur un abattement de 50%. Donc ça, c'est ce qu'on avait avant. Alors, on a eu une petite erreur de la part du gouvernement qui a adopté, donc, comme je le disais, par erreur, un amendement qui visait à aligner le meublé de tourisme sur les revenus fonciers. Alors, ce n'est pas ce que souhaitait le gouvernement. Encore une fois, ça résulte vraiment d'une erreur. Ce qui conduit en tout cas aujourd'hui à avoir un plafond pour les locations de meublés de tourisme non classés. Parce que vous voyez, on a une petite distinction. Non classés, classés. Donc, pour les non classés, on a un plafond maximum de 15 000 € hors taxe avec un abattement de 30%. Et par contre, pour les meublés de tourisme classés, on reste sur le seuil qu'on connaissait avant, c'est-à-dire les 188 700 à ne pas dépasser, avec un abattement de 71%. Bon, je ne vous embête pas trop avec ça, puisqu'a priori, on devrait avoir une modification au cours de l'année. Ça, c'est ce qu'on a en vigueur aujourd'hui, mais ça va être modifié très prochainement. Donc là, c'est un petit tableau de synthèse. Vous l'aurez avec le support. Je ne vais pas le détailler, je ne vais pas vous embêter avec ça. Alors, oui, petit point quand même sur la TVA. Alors, c'est un rappel pour vous. Sachez que lorsque vous faites de la location, on est sur de l'habitation, la location est exonérée de TVA. On a quand même une petite exception lorsque vous êtes en location meublée et que vous avez, vous savez, des prestations de para-hôtellerie. Donc, Géraldine en a parlé d'ailleurs tout à l'heure. Si vous faites au moins 3 des 4 prestations de para-hôtellerie qui sont citées par les textes, c'est-à-dire petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture du linge maison et réception de la clientèle. D'accord? Donc, on a 4 prestations. Si vous réalisez au moins 3 des 4, on est du coup redevable de la TVA. Donc, on ne bénéficie plus d'exonération. Ça veut dire que les loyers
seront TTC, avec de la TVA, et non plus hors taxe, comme c'est le cas aujourd'hui. Hein, on est sur l'habitation classique. Alors, on vous a mis cette mesure, mais au final, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'on avait avant, hein, puisqu'on retrouve les mêmes conditions. Puisque les 3 des 4 prestations de part hôtellerie, on l'avait déjà avant. Le texte a été un peu remanié, mais globalement, vous voyez, on les retrouve ici aussi. D'accord? Donc, pour savoir si vous êtes du coup soumis à TVA, il faut savoir si vous faites au moins 3 des 4 prestations de part hôtellerie que je viens de citer. Et évidemment, si vous êtes donc soumis à TVA parce que vous faites au moins 3 des 4 prestations de part hôtellerie, en contrepartie, par contre, vous allez pouvoir récupérer, par exemple, la TVA sur les travaux qui pourraient être réalisés, notamment. Mais par contre, les loyers, eux, seront TTC. Merci. On passe maintenant au dispositif de réduction d'impôt. Alors, je vais aller extrêmement rapidement sur le dispositif Pinel parce que c'est un statu quo. Aucune avancée n'est intervenue dans le cadre de la loi de finances. Je rappelle que ce dispositif est voué à disparaître au 1er janvier 2005, qu'il continue, que ce soit le Pinel classique comme le Pinel plus, de s'appliquer. Je rappelle un Pinel classique avec des taux de réduction d'impôt qui sont dégressifs et le Pinel plus avec le maintien des taux antérieurs, mais dans certains quartiers ou sur des critères énergétiques et de qualité des logements s'appliquent. Mais en 2025, nous travaillons pour que ce fameux statut du bailleur privé puisse être consacré comme l'a précisé le ministre lors des 24 heures du bâtiment organisées par la FFB, que ce dispositif sera applicable au 1er janvier 2025. C'est ce que nous espérons, histoire de relancer le marché du logement neuf et de l'investissement locatif. Une slide très rapide sur plusieurs dispositifs que vous connaissez qui sont prorogés, notamment la réduction d'impôt Malraux, donc qui est prorogée jusqu'au 31 décembre 2024, et la prorogation de la réduction d'impôt de Normandie Ancien jusqu'au 31 décembre 2026, sous les mêmes critères, hein, de toute manière. Merci. On accélère parce qu'on est en retard et qu'il y a un webinaire juste après nous. Sur la problématique de la fiscalité locale en matière d'urbanisme, il y a bien évidemment la taxe d'aménagement qui a subi quelques ajustements, notamment des ajustements qui n'avaient pas été pris en compte dans le cadre de la réforme générale de la fiscalité de l'urbanisme, qui sera maintenant, je le rappelle, établie et recouverte par la Direction générale des finances publiques. Exonération de la taxe d'archéologie préventive, comme en matière de TA, pour les places de stationnement aménagées au-dessus et ou en dessous des immeubles ou intégrées au bâti dans un plan vertical, hein, dans le cadre, bien évidemment, de la lutte contre l'artificialisation des sols. Et enfin, fin de la différence de tarifs applicables en matière de taxes d'aménagement qui était fonction de la date des dépôts des demandes d'autorisation d'urbanisme dans le cadre des dispositions transitoires pour l'entrée en vigueur de la réforme de l'établissement et du recouvrement de la taxe d'aménagement. Néanmoins, pour 2024, viennent de sortir les valeurs unitaires au mètre carré de la taxe d'aménagement. Et là encore, pas de surprise. Il y a une augmentation sensible. Je rappelle qu'en 2022-2023, il y avait déjà eu une augmentation de plus de 15%. Et cette hausse se poursuit puisque il y a une petite coquille, excusez-moi, les montants fixés pour l'année 2024 sont de 886 euros. Et il y a une erreur, c'est 904 euros, excusez-moi, le mètre carré hors Île-de-France contre 886 en 2023 et de 1036 euros en 2024 le mètre carré en Île-de-France contre 1004 euros en 2022. Là encore, le taux de la taxe d'archéologie préventive, d'aménagement, hein, ce n'est pas en matière d'autorisation d'urbanisme, c'est pour les opérations d'aménagement de plus de 3000 m² sur une emprise de plus de 3000 m² qui font l'objet d'une étude d'impact. Dans ce cas-là, le taux est de 0,68 euros par mètre carré contre 0,64 euros en 2023. Je passe la parole maintenant à Géraldine sur la problématique de la CVAE et nous aurons à voir le pacte du trail avant de conclure.
Oui, alors concernant la CVAE, vous devez vous rappeler que la loi de finances pour 2023 actait la suppression de la CVAE pour 2024. Cependant, la loi de finances pour 2024 décale la suppression de la CVAE à 2027. Pour rappel, hein, la CVAE, sont redevables de la CVAE uniquement les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros. Donc, du coup, la slide suivante, on a du coup un échelonnement sur 4 ans de sa suppression de la CVAE pour aboutir à sa suppression totale en 2027. On vous a mis là dans le petit tableau les taux maximum d'imposition pour 2024, 2025 et 2026. Parallèlement, le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée est diminué progressivement. Vous avez les taux qui sont indiqués. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros, elles bénéficient d'un dégrèvement qui est de 188 euros pour l'année 2024. À noter une suppression dès 2024 de la cotisation minimum à la CVAE. Et concernant l'aménagement de la taxe additionnelle à la CVAE pour les frais de chambre de commerce, finalement, il s'agit des ressources pour la chambre de commerce. Donc, du coup, pour préserver ces ressources, les taux sont augmentés à 9,23 pour 2024, 13,84 en 2025 et 27,68 pour 2026. Sur le pacte du trail, Laetitia. Alors, je vais être très rapide. Si vous envisagez de transmettre à l'un de vos enfants, alors c'est le cas courant, mais pas que, du trail, c'est plus large que ça. L'idée, c'est qu'il faut penser au pacte du trail, c'est quand même très intéressant, puisqu'on a un abattement de 75%. D'accord? Donc, par exemple, si vous donnez des titres qui valent, par exemple, 100 000 euros, vous allez appliquer des droits de donation à hauteur de 25 000 euros, d'accord? Et pas des 100 000. Donc, c'est quand même une fiscalité très allégée. C'est un dispositif vraiment très intéressant. Alors, la question s'est posée de savoir si on pouvait appliquer du trail également sur des sociétés qui ont une activité de location immobilière uniquement. Alors, il y avait un sujet notamment pour la location meublée, savoir est-ce qu'on était sur une activité commerciale ou non, puisque vous savez que le Dutreil, normalement, est applicable pour les sociétés qui ont une véritable activité opérationnelle, donc activité commerciale, industrielle, et je passe, mais pas pour les activités civiles. La réponse était que si vous êtes sur une société qui fait uniquement de la location meublée, donc là, le gouvernement est venu dire que ça ne fonctionne pas, parce que le Dutreil est exclu, vous voyez, exclu des activités consistant à la gestion d'un patrimoine privé. Donc ça ne fonctionne pas. Par contre, si vous avez une société opérationnelle qui a également en parallèle une activité donc, de location, d'accord, d'habitation, dans ces cas-là, ce sera bon, à condition quand même que cette activité, on va dire civile, ne soit pas prépondérante. Et ça peut bénéficier aussi aux holding animatrices, parce que vous savez que ça c'est le schéma un peu courant, le dirigeant qui a sa holding, qui détient la filiale. Ça fonctionne aussi pour les holding animatrices. Alors, uniquement les holdings, du coup, qui ont une véritable activité d'animation, qui conduisent la politique du groupe, pas les holdings passives. Mais elles pourront, elles aussi, bénéficier du Dutreil, à condition que l'animation soit prépondérante. Voilà. Alors, rapidement là-dessus. On va prendre les questions très rapidement. La question d'Anthony Pianezza sur la question de Normandie. La question que veut dire les travaux importants. Alors, c'est au moins 25% du coût total de l'opération. Là, je vous renvoie à une actualité juridique que nous avions fait l'année dernière sur le de Normandie, dans le cadre de notre étude de la loi de finances pour 2023, que vous retrouverez sur le site du Pôle Habitat, qui détaille spécifiquement l'ensemble des travaux importants à réaliser pour bénéficier de Normandie. Existe-t-il une base de données des communes ou des collectivités qui exonèrent la taxe foncière en neuf? Il ne me semble pas. Néanmoins, vous pouvez interroger la commune ou la direction, l'agence des finances publiques de votre territoire qui vous donnera cette liste.
Un projet Pinel Plus démarrant en 2024 et dont l'ouverture de chantier soit effective avant le 31/12/2024 ouvre-t-elle droit aux abattements? Alors là, c'est les abattements dans le cadre, je suppose, des plus-values. Et donc, démarrant en 2024 et dont l'ouverture de chantier est effective avant le 31/12/2024, vous avez le droit aux abattements? Oui, a priori, vous êtes dans le champ calendaire, enfin le champ d'application calendaire de cette exonération de plus-value à hauteur, bien évidemment, de la construction que vous allez réaliser, enfin des constructions qui seront réalisées dans le cadre de l'ensemble immobilier. Je crois que nous avons répondu à l'ensemble des questions. Nous avons nous avons un peu de retard. Nous vous prions de nous en excuser et je vous propose de mettre fin à ce webinaire en espérant que nous vous avons apporté toutes les précisions nécessaires à ces nouvelles mesures fiscales issues de la loi de finances pour 2024. Je vous remercie. Au revoir. Merci. Merci. Et à bientôt et bon webinaire. Bonne continuation pour les webinaires tout au long de cette journée. Moi, je vous retrouverai à 14 h. Je vous remercie. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.